Bienvenue sur Cannes Inside 2025 pour une nouvelle plongée dans les abysses de ce qui restera, pour l'éternité, le plus grand scandale institutionnel de l'histoire du football africain. Il est des nuits où l'histoire du sport bascule non pas sous les projecteurs aveuglants d'un grand stade, mais dans le silence numérique d'une notification qui s'affiche sur nos écrans. Remettons-nous dans le contexte exact de cette annonce qui a fait trembler tout un continent. Il est aux alentours de 23h. La soirée s'étire doucement, les débats habituels animent les plateaux de télévision. Et soudain, l'information tombe, brutale, irréelle. Le Maroc est officiellement déclaré vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Sur le moment, la première réaction n'est ni la joie ni la colère. La toute première réaction, partagée par l'ensemble des observateurs, des journalistes et des millions de passionnés, c'est une sidération absolue. Une stupéfaction si profonde qu'elle paralyse la réflexion. Sur les plateaux, les chroniqueurs l'avouent avec une franchise déconcertante. Face à cette dépêche de 23h, le premier réflexe a été la vérification, puis la survérification et encore la survérification. Dans un monde où la technologie repousse sans cesse les limites du faux, beaucoup ont sincèrement cru être victimes d'un canular généré par l'intelligence artificielle. Le scénario semblait tellement surréaliste, tellement invraisemblable qu'il défiait les lois de la logique élémentaire. Et pour cause, nous sommes au mois de mars, le triomphe rugissant des Lions de la Teranga, cette victoire arrachée dans la douleur et le chaos sur la pelouse marocaine, remonte au mois de janvier. 2 mois entiers se sont écoulés. Si cette décision bureaucratique avait été prononcée une semaine, voire 10 jours après cette finale dantesque, le monde du football aurait accusé le coup dans la continuité de l'événement. Mais 60 jours plus tard, le décalage temporel donne le vertige. Dans l'esprit de tous, la page était définitivement tournée. Les nations pansaient leur plaie, les joueurs étaient retournés dans le tumulte de leurs championnats européens et tout le continent se projetait déjà vers d'autres horizons, d'autres compétitions, d'autres rêves. C'est précisément ce timing qui interroge, qui dérange et qui jette un voile de suspicion tenace sur les instances dirigeantes. Comme le soulignent les experts avec une ironie mordante, la Confédération africaine de football a choisi de faire passer cette pilule gigantesque de la manière la plus discrète possible, tranquille, entre la poire et le fromage, tard dans la soirée. Mais on ne glisse pas une telle décision sous le tapis. En renouant le fil de l'histoire de ces 2 derniers mois, personne, absolument personne, ne s'attendait à ce que la CAF aille aussi loin. Pour reprendre l'expression glaçante utilisée en direct, la CAF n'a pas simplement sanctionné une équipe, elle a sorti l'arme nucléaire. C'est une frappe chirurgicale, administrative, qui vient raser le palmarès pour le réécrire de force. Car cette décision s'appuie sur une mécanique juridique complexe, invoquant notamment les articles 82 et 84 du règlement, arguant de manière technique que l'arbitre n'avait en réalité jamais officiellement sifflé la fin du match selon les standards administratifs requis. Sans vouloir noyer le public dans ce jargon juridique obscur, le résultat est d'une violence inouïe. La CAF a balayé la vérité du gazon pour imposer la sienne. Et en faisant cela, elle n'a pas seulement modifié une ligne sur Wikipédia, elle a ouvert une boîte de Pandore dont les conséquences psychologiques, sportives et politiques promettent de hanter le football africain pendant des décennies. Le séisme ne fait que commencer. Pour comprendre l'onde de choc absolue que représente cette annulation de la finale, il faut rembobiner le film des événements et analyser la toute première réaction des instances dirigeantes. Car c'est là que réside l'un des plus grands mystères de cette affaire. Sur le plateau, les langues se délient et une vérité dérangeante émerge. Avant de sortir l'arme nucléaire de la destitution, la CAF avait d'abord dégainé un pistolet à eau. Les premières sanctions tombées dans la foulée de la finale avaient stupéfié le monde du football, non pas par leur sévérité, mais par leur légèreté déconcertante. C'était une anomalie statistique, un non-sens disciplinaire total qui laissait déjà présager que quelque chose ne tournait pas rond dans les couloirs de l'institution. Prenons le cas de l'architecte de cette fronde, l'homme par qui le scandale est arrivé, Pape Thiaw. Le sélectionneur du Sénégal a été l'instigateur assumé de ce mouvement d'humeur. C'est lui qui, dans le tumulte et la fureur de cette finale sous haute tension, a poussé ses joueurs à commettre l'irréparable, à quitter le rectangle vert et à regagner les vestiaires, interrompant la plus grande rencontre du continent. La gravité d'un tel acte en mondovision est immense. Les rumeurs les plus folles bruissaient alors dans les couloirs. On parlait d'une suspension exemplaire, d'une radiation temporaire. Les bruits de couloir murmuraient même avec insistance que Pape Thiaw serait privé de banc pour le match de gala du Sénégal face à l'équipe de France lors de la prochaine Coupe du Monde. Et qu'a-t-il finalement écopé en première instance? Une simple suspension de 5 matchs. 5 petits matchs pour avoir orchestré le boycott d'une finale continentale. Pour
mesurer l'incohérence vertigineuse de ce verdict initial, les analystes dressent un parallèle implacable. Souvenez-vous d'un joueur comme Rafik Belghali, sanctionné lors d'un match Algérie-Nigeria. Pour une simple altercation verbale, une embrouille classique et regrettable avec un arbitre, il avait écopé de 4 matchs de suspension. Le différentiel est saisissant, presque risible. 4 matchs pour des mots déplacés, contre 5 matchs pour avoir fait capoter une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Dès cet instant, les observateurs les plus fins avaient senti le piège. Ils avaient compris que ce déséquilibre flagrant cachait une manœuvre, un malaise profond. Quelque chose n'allait pas. La CAF tentait-elle d'étouffer l'incendie avant de préparer, dans l'ombre, la véritable exécution qui vient de tomber ce soir? Mais cette décision sur tapis vert ne se lit pas uniquement à travers le prisme de la bureaucratie et des commissions de discipline. Elle s'inscrit dans un contexte émotionnel d'une lourdeur étouffante pour le pays hôte. Pour le Maroc et pour les Marocains, cette finale n'était pas qu'un match de football perdu. C'est devenu une affaire d'honneur, une plaie béante, purulente, qu'ils n'ont jamais pu digérer. Imaginez le traumatisme. Le royaume avait déployé le tapis rouge pour toute l'Afrique. L'organisation se voulait pharaonique, parfaite, pensée pour mettre le continent bien, dans un écrin de prestige. Le but était de prouver au monde entier que le Maroc était le phare structurel du football africain. Or, cette fête majestueuse a été souillée, piétinée par un final apocalyptique. Et l'on ne parle pas seulement des 12 minutes d'interruption sur la pelouse. L'analyse met en lumière un fait souvent oublié mais crucial. Les répercussions de ce chaos se jouent encore aujourd'hui devant les tribunaux marocains. Pendant cette nuit cauchemardesque, la bagarre a débordé du terrain. Des affrontements d'une violence inouïe ont éclaté dans les tribunes et les travées, opposant des supporters sénégalais hors de contrôle aux stadiers et forces de l'ordre marocaines. Un procès est toujours en cours au moment où nous parlons. Le climat, depuis 2 mois, est resté profondément vicié, toxique. C'est dans cette atmosphère empoisonnée que la CAF vient de lâcher sa bombe. Pour certains, cette victoire 3-0 sur tapis vert est perçue comme une tentative désespérée de réparation psychologique, une manière de laver l'affront subi par l'hôte. Mais est-ce suffisant? Si vous êtes marocain ce soir, vous sentez-vous réellement champion d'Afrique dans votre chair et dans votre âme? Ou ressentez-vous plutôt le goût amer d'une compensation bureaucratique censée panser l'humiliation d'une fête gâchée? L'honneur d'une nation de football ne se restaure pas avec un article de loi. Et c'est là toute la tragédie de cette décision. Elle ne répare rien, elle ne fait qu'approfondir le fossé des rancœurs. Face à l'ampleur de cette décision, on aurait pu s'attendre à une explosion de joie institutionnelle du côté de Rabat. On aurait pu imaginer des communiqués triomphants, des déclarations vibrantes sur la justice enfin rendue. Il n'en est absolument rien. Sur le plateau, lorsque la journaliste Virginie lit en direct les premières lignes du communiqué officiel de la Fédération royale marocaine de football, le contraste est saisissant. Les mots choisis par les instances chérifiennes transpirent la distance, la froideur et surtout une prudence extrême. Il n'y a aucune trace d'allégresse. Les experts décryptent cette communication au scalpel. Le Maroc accepte ce triomphe, oui, mais du bout des lèvres. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux-mêmes, les dirigeants savent pertinemment qu'il s'agit d'une victoire honteuse, une victoire sparadrap, pour reprendre l'expression employée en direct, un pansement bureaucratique posé sur une hémorragie sportive. Mais attention, ne soyons pas naïfs. Derrière cette fausse pudeur se cache une démonstration de force absolue. Si l'appel du Maroc semblait initialement discret, face aux sanctions incroyablement légères infligées au Sénégal en première instance, la contre-attaque a été foudroyante. Ce verdict sur tapis vert n'est pas seulement l'histoire d'un trophée récupéré, c'est un message géopolitique d'une puissance inouïe envoyé à tout le continent. Le Maroc a voulu prouver au monde et à ses rivaux son poids colossal dans l'échiquier du football africain. C'est une manière froide et brutale de dire « nous pesons, nous sommes là et nous sommes capables d'infléchir l'histoire même après le coup de sifflet final ». La diplomatie sportive a écrasé la vérité du rectangle vert. Pourtant, au-delà de l'axe Rabat-Dakar, c'est l'ensemble de notre continent qui se retrouve aujourd'hui sur le banc des accusés, condamnés par le tribunal de l'opinion publique mondiale. Sur le plateau, le constat est unanime et amer. Ce qui s'est passé ce soir est un monumental but contre son camp pour le football africain. Nous ne parlons pas ici d'un tournoi de quartier ou d'une obscure coupe régionale. Nous parlons de la Coupe d'Afrique des Nations, la 3e compétition la plus suivie au monde, juste derrière la Coupe du Monde et l'Euro. Il y a
a 1 an à peine, en Côte d'Ivoire, l'Afrique avait ébloui la planète avec une CAN 2024 exceptionnelle, vibrante, tactiquement riche et passionnante de bout en bout. Nous avions recréé un enthousiasme mondial, regagné un respect inestimable. Et aujourd'hui, en une nuit, une commission d'appel vient de saccager ce capital sympathie pour nous replonger dans les pires clichés d'une république bananière où les trophées s'attribuent dans les couloirs obscurs des hôtels de luxe. Et qui tient les ficelles de ce théâtre d'ombre? L'analyse glisse inexorablement vers le sommet de la pyramide, là où l'air se raréfie et où la politique dévore le sport. Le nom de Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, est lâché avec un mépris non dissimulé. Il est qualifié sans aucun filtre de yes man. Un homme qui dit oui, un béni oui-oui, placé là non pas pour défendre les intérêts souverains du football africain, mais pour exécuter les basses œuvres. La politisation du football africain a atteint un point de non-retour sous son mandat. Il ne gère plus rien. L'ingérence est totale, décomplexée, systémique. La CAF est aujourd'hui décrite comme une institution sous tutelle, littéralement phagocytée par la FIFA et son tout-puissant président Gianni Infantino. Si l'on ose se poser la question existentielle de savoir si le football africain possède encore une once de souveraineté en 2025, la réponse claque sur le plateau, terrible et définitive, c'est un non absolu. Notre football ne nous appartient plus, il est dicté depuis Zurich. Et pour parachever ce chef-d'œuvre de cynisme, Nicolas Villas met le doigt sur un détail du communiqué de la CAF qui aurait pu passer inaperçu dans le fracas du 3-0. Ce long document ne se contente pas d'éliminer le Sénégal et de couronner le Maroc. Il profite de l'occasion pour faire le grand ménage. Dans le silence de la nuit, les sanctions qui pesaient contre certains joueurs marocains suite aux échauffourées ont été miraculeusement réduites, allégées, effacées. On maintient bien quelques amendes financières pour faire illusion, mais la voie est dégagée. La justice à deux vitesses éclate au grand jour. On destitue les uns, on amnistie les autres. L'arme nucléaire a frappé Dakar et les retombées radioactives menacent de contaminer l'essence même de notre passion pour les décennies à venir. Mais ne refermez pas ce dossier trop vite. Ne croyez pas un seul instant que le communiqué de la CAF, aussi définitif et martial soit-il, vient clore ce chapitre cauchemardesque. Car dans le football moderne, la bureaucratie a engendré un monstre froid, une juridiction suprême devant laquelle même les présidents de confédération tremblent, le tribunal arbitral du sport. Le fameux TAS de Lausanne. L'histoire n'est pas terminée, elle ne fait que se délocaliser vers les sommets enneigés de la Suisse. Le Sénégal, amputé de sa gloire, blessé dans sa chair et son orgueil, ira inévitablement chercher justice devant cette instance. Et la jurisprudence, l'histoire récente de notre continent, nous prouve que la Confédération africaine de football est loin d'être infaillible devant ses juges. Sur le plateau, les mémoires se ravivent et exhument un précédent troublant, une jurisprudence qui résonne étrangement avec notre actualité, le scandale de Rades. Souvenez-vous de cette finale de Ligue des champions africaine incandescente entre le Wydad Casablanca et l'Espérance de Tunis. Un scénario de chaos où les joueurs marocains du Wydad, s'estimant floués par l'absence de la VAR, avaient décidé de quitter la pelouse. À l'époque, dans une panique institutionnelle totale, la CAF avait pris une décision, faire rejouer la finale sur terrain neutre. Mais les Tunisiens s'étaient pourvus au TAS et la sentence de Lausanne avait été une humiliation absolue pour l'instance africaine. La CAF avait été déjugée, désavouée publiquement et le titre avait été rendu à l'Espérance. Le TAS n'a que faire des arrangements politiques continentaux, il lie le droit. Et ce soir, cette épée de Damoclès suisse est suspendue juste au-dessus de la couronne en papier fraîchement posée sur la tête du Maroc. Cependant, pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce point de rupture, il faut quitter l'arène juridique pour replonger dans l'atmosphère poisseuse du tournoi lui-même. Car si la décision de la CAF choque aujourd'hui par sa brutalité, les germes du scandale étaient plantés bien avant la finale. La vérité, cruelle et dérangeante, éclate à travers une archive ressortie par la rédaction, une séquence télévisuelle qui prend aujourd'hui une dimension prophétique. Nous sommes alors en plein mois de février, au cœur des quarts de finale. Le Maroc affronte le Cameroun. Le match est âpre, électrique, mais il bascule dans la controverse. Sur le plateau, ce soir-là, le journaliste Grégory Schneider laisse éclater une colère froide, viscérale, qui tranche avec le ton policé des analyses habituelles. Ces mots, réécoutés aujourd'hui avec le recul du désastre, donnent la chair de poule. Que disait Schneider en direct alors que le tournoi battait encore son plein? Il hurlait à la mascarade. Il réclamait, avec un
un sarcasme glaçant qu'on gagne du temps, qu'on donne directement la coupe au Maroc et qu'on arrête de prendre les spectateurs pour des billes. Ce soir-là, face au Cameroun, les images étaient accablantes. Un défenseur marocain assénant un coup au visage d'un adversaire dans l'impunité totale de l'arbitre, des joueurs empêchant systématiquement de jouer vite les coups francs sans jamais être sanctionnés et pour couronner le tout, un pénalty d'une générosité frisant le ridicule. L'attitude de l'arbitre, fuyant du regard, conscient d'être embourbé dans la sauce, transpirait le malaise. Pour Schneider, ce n'était plus du football, c'était une insulte au jeu. Il avait osé comparer cette CAN à une production Disney, à la Reine des Neiges, où la fin est écrite d'avance et où les miracles sont programmés sur commande. On n'a qu'à leur filer direct et arrêter de cautionner cette parodie, fulminait-il, défendant les joueurs, premières victimes de cette farce. À l'époque, en plein cœur de l'événement, la radicalité de son discours avait choqué. Il avait été critiqué, marginalisé pour avoir osé briser l'omerta et pointer du doigt un arbitrage perçu comme systématiquement orienté pour protéger le pays hôte. Beaucoup avaient mis sa colère sur le compte de l'émotion. Mais ce soir, au mois de mars, alors que le Maroc est déclaré vainqueur sur tapis vert après avoir perdu sur la pelouse, l'archive résonne comme un coup de tonnerre. Grégory Schneider, devant sa télévision, doit esquisser un sourire amer. La réalité a dépassé sa pire caricature. Il fallait que le Maroc gagne, peu importe le prix, peu importe la méthode, peu importe le délai. Si le terrain refusait de s'y plier, les bureaux s'en chargeraient. La prophétie s'est réalisée dans toute sa splendeur tragique, confirmant le sentiment d'un tournoi dont l'issue était scellée avant même le coup d'envoi. Nous refermons ce grand format d'analyse avec l'aspect le plus sombre, le plus complexe, mais aussi le plus fondamental de cette crise, la géopolitique du football africain. Car si nous voulons réellement comprendre pourquoi la CAF a sorti l'arme nucléaire ce soir, il faut arrêter de regarder le ballon et commencer à regarder les flux financiers, les stratégies d'influence et les ambitions d'État. Ce que la Confédération africaine de football vient de sanctionner par cette victoire sur tapis vert, ce n'est pas le mérite sportif de 22 hommes sur une pelouse, c'est l'aboutissement d'un projet étatique colossal. Sur le plateau, Nabil Djellit pose les mots justes, froids et chirurgicaux. Pour le Maroc, le football n'est plus un simple jeu, c'est un investissement massif, stratégique. C'est l'équivalent du projet Qatar avec le Paris Saint-Germain, mais à l'échelle d'une nation entière. C'est de la propagande positive, du soft power à l'état pur. Le Royaume a investi des milliards dans ses infrastructures, ses académies, ses stades, pour s'offrir une vitrine mondiale, une image de modernité et de puissance incontournable en Afrique. Et quand on investit à ce niveau, on exige d'une manière ou d'une autre un retour sur investissement. Ce retour, c'est la victoire finale. Attention, il est crucial de séparer le projet politique du talent brut des joueurs marocains. L'analyse est honnête. Sur le terrain, les Lions de l'Atlas ont été flamboyants. Ils ont été meilleurs que le Cameroun, meilleurs que le Nigeria, meilleurs que la Tanzanie. Ils ont illuminé une grande partie du tournoi. Mais en finale, l'histoire a bégayé. Ils n'ont pas été meilleurs que le Sénégal. Ils ont perdu tout simplement, comme cela arrive dans le sport. C'est la dure loi de la compétition. Le drame naît de l'incapacité, ou plutôt du refus, de la machine étatique et institutionnelle d'accepter cette simple vérité sportive. Si le terrain refuse de valider le retour sur investissement, on crée les conditions administratives pour l'obtenir. Mais à quel prix ? C'est là que la fracture béante apparaît, là que la passion populaire est sacrifiée sur l'autel des intérêts politiques. Cette politisation outrancière, décomplexée, portée par un Gianni Infantino, président de la FIFA, décrit comme la star omnipotente de ce système, détruit l'essence même du supporterisme. Le football africain glisse dangereusement vers un clubisme d'État, un nationalisme exacerbé, chauffé à blanc par des décisions perçues comme profondément iniques. En attribuant ce titre 2 mois après la fin des hostilités, la CAF n'a pas seulement réécrit l'histoire, elle a rallumé un incendie qui commençait tout juste à s'éteindre. Les chroniqueurs l'affirment avec gravité, le soufflet était retombé, les esprits s'étaient calmés et nous nous projetions vers les qualifications de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, les embrouilles vont repartir de plus belle. Sur les réseaux sociaux, la Coupe d'Afrique des Nations s'est transformée en Coupe d'Afrique de la haine. Les relations entre les supporters, déjà tendues par le scénario de la finale, sont désormais empoisonné par le sentiment d'un vol institutionnel caractérisé. Ce n'est plus du chambrage sportif, c'est de la rancœur pure, profonde, qui laisse présager des affrontements virtuels et peut-être physiques d'une violence inédite, notamment en vue d'un éventuel choc Maroc-Sénégal lors des éliminatoires du Mondial. Le constat final est accablant pour la CAF. Au lieu de s'ériger en juge suprême 2 mois après les faits, l'instance ferait bien de balayer devant sa porte. L'écrin marocain était parfait, les stades étaient magnifiques, le niveau de jeu
jeu des équipes était exceptionnel, digne des meilleures nations mondiales. Mais l'arbitrage, lui, a été le talon d'Achille, la plaie béante du tournoi. Disparate, souvent médiocre, créant un climat de suspicion permanente qui a culminé lors de cette finale dégénérée. Et dans ce naufrage moral, une image tragique et ironique vient clôturer les débats. Pendant que la CAF sacre le Maroc dans ses bureaux, l'architecte de cette équipe, Walid Regragui, a déjà démissionné, foudroyé par la pression d'une défaite sur le terrain qu'il estimait être de sa responsabilité. Il a quitté le navire. Et pour rajouter au surréalisme de la soirée, l'émission se termine sur une boutade cruelle. Brahim Diaz, l'homme qui avait manqué le pénalty de l'espoir lors de cette fameuse finale, vient tout juste d'inscrire une panenka avec son club, exactement au moment où le plateau débat de cette victoire sur tapis vert. La vie est parfois surprenante, pleine d'ironie noire. Mais pour le football africain, ce soir, il n'y a pas de quoi rire. Le jeu a perdu. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette décision historique. La théorie du soft power. Le Maroc a-t-il acheté son influence auprès de la CAF et de la FIFA pour obtenir ce titre? Les conséquences, craignez-vous que cette victoire sur tapis vert ne détruise durablement les relations entre les nations africaines? Le TAS, pensez-vous que le tribunal arbitral du sport va renverser cette décision et humilier la CAF une fois de plus? Merci d'avoir suivi ce numéro exceptionnel de Can Inside 2025. Restez connectés, le feuilleton est loin, très loin d'être terminé. Abonnez-vous, activez la cloche et n'oubliez jamais, le football se joue avec les pieds, pas avec des tampons encreurs. À très vite.